Alors bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous pour vous présenter ce 5e épisode de la balado. 5e épisode de la saison 4, épisode spécial. On va se créer une bulle un peu à l'extérieur de l'actualité. C'est un épisode que j'avais prévu de faire depuis au moins 2 ans avec le Conseil québécois du patrimoine vivant. Moi, vous savez, je suis un grand fan de trad, de musique trad. Pas de toute la musique trad québécoise, mais de beaucoup de musique trad, pas seulement au Québec, mais ailleurs dans le monde. Là, on va se concentrer sur le Québec, évidemment, pour cet épisode spécial sur le patrimoine vivant. On le sait, dans l'actualité, le patrimoine bâti est beaucoup mis de l'avant, pour souvent de mauvaises raisons. On n'en parlera pas beaucoup dans cet épisode-là, bien qu'avec Stéphane Laroche, on va mentionner Stéphane Laroche, qui est le directeur général du Musée de la Civilisation, où a été enregistré cet épisode samedi dernier, à Québec. Mais l'épisode en tant que tel est consacré au patrimoine vivant. Vous allez voir, il va y avoir des intervenants du Conseil québécois du patrimoine vivant, entre autres Antoine Gauthier, Philippe Dubois. On va avoir des maîtres de tradition. Chaque année, le Conseil honore des maîtres de tradition pour garder ce savoir-là vivant. Alors, on aura une partie de ces maîtres de tradition-là. On va avoir des prestations également, entre autres avec Josiane Hébert du groupe Galant, Tu perds ton temps, grande musicienne, accompagnatrice de Philippe B, de Pierre Lapointe, de plein d'autres gens. Donc, voilà, je suis content de... Je sais qu'il y en a il y en a qui ont de l'urticaire quand on parle de patrimoine, de trad, entre autres. Je salue Larry, le réalisateur de balado. Mais je continue mon travail de défricher les esprits pour qu'on jette un regard différent sur le patrimoine vivant, sur la musique trad, mais pas seulement sur la musique trad, sur plein de facettes du patrimoine vivant. Alors, cet épisode-là va servir à ça, entre autres. La semaine prochaine, on va revenir avec des épisodes un petit peu plus réguliers, mais il va en avoir d'autres comme ça dans la saison, des épisodes plus thématiques. J'ai envie de faire ça cette année. Alors, j'ai pu organiser cet épisode-là avec le Conseil québécois du patrimoine vivant. Donc, je vous souhaite une excellente écoute. J'espère que vous allez apprécier. J'ai hâte de voir vos commentaires, c'est certain. Alors, voilà, je vous laisse avec tout ce beau monde à Québec, au Musée de la Civilisation. Bonne écoute. Alors, Frédéric Savard avec vous, en direct de Québec, Jean de Québec, faites un peu de bruit. Ah! Première sortie de Montréal à Québec, c'est la 4e saison, j'étais jamais venu à Québec, je ne comprends pas pourquoi. Antoine Gauthier, bonjour. Bonjour, tout à l'heure, vous avez dit avant d'entrer en ondes que vous étiez en région. Non, on n'est pas en région, on est dans la capitale nationale. C'est Montréal, la région, hein, c'est ça. Et là, ça va être une beau 2 heures qui nous attend. Bon, alors, expliquez-nous, Antoine, qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, on est ici pour un balado sur le patrimoine vivant. C'est quoi ça, le patrimoine vivant? Je vois des points d'interrogation dans chaque chaumière au Québec. Oui. Ben, en fait, il faut dire que ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. Moi, je suis un fan de trad, de musique trad surtout. Et là, on est venu qu'à se coltailler avec le Conseil québécois du patrimoine vivant pour voir comment on pourrait élaborer un épisode. À l'origine, je voulais le faire à la Naudière, mais on va en parler plus tard pourquoi c'est une bonne chose que ce soit pas à la Naudière. Mais parce que moi, le trad, ça se passe beaucoup à la Naudière, mais ça se passe partout au Québec. Mais là, avec les contacts que j'ai eus avec vous au Conseil québécois du patrimoine vivant, j'ai compris que le trad, la musique trad, c'est une petite partie de ce grand monde qu'est le patrimoine vivant. Ben oui, le patrimoine vivant, évidemment que ça inclut la musique trad, si importante au Québec et un peu partout dans le monde. Mais c'est vraiment un concept qui englobe les traditions culturelles au sens très large. Donc, selon la définition de l'UNESCO, parce qu'il y a une convention là-dessus. Oui, parlez-nous de ça, c'est important quand même. C'est des pratiques culturelles, grosso modo, là, des pratiques culturelles qui sont transmises de génération en génération. Oui. Ça veut dire quoi? Ben, ça inclut notamment les traditions orales, les traditions gestuelles, tout ce qui est un petit peu à côté de l'industriel ou de l'institutionnel, si on veut, là. Oui. Ben oui, l'UNESCO, il y a une convention là-dessus depuis 2003. Oui. Non content d'avoir une convention sur le patrimoine bâti de 1972 qui protège davantage les bâtiments, les objets. Mais on va en parler tantôt, bien sûr. Ben là, il y a une convention depuis 2003 qui s'appelle la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Oui. Je vous dis tout de suite, là, vous n'êtes pas les seuls à la maison et dans la salle de trouver que c'est un drôle de nom.
patrimoine immatériel. Moi, sincèrement, je trouve ça beau. Je trouve qu'il y a quelque chose de poétique. Ben, vous êtes à peu près le seul à trouver ça beau. Bon. Ça va être un drôle de 2 heures. Il y a quelqu'un d'original. Notre animateur est original. Non, mais c'est parce que l'Halloween approche, il y a quelque chose de fantomatique avec ça. Oui. Mais parlez-nous de vous avant, parce que là, vous êtes à la tête du Conseil québécois du patrimoine vivant depuis 2009? Exactement. Voilà. Je suis directeur général du Conseil québécois du patrimoine vivant, qui est un organisme de regroupement national soutenu par le ministère de la Culture du Québec, notamment. Et on a pour vocation de regrouper des individus, des organismes dans le domaine des cultures traditionnelles au sens très large. Donc, les gens au CA représentent un paquet de secteurs, que ce soit le conte traditionnel, la danse traditionnelle, la musique, les traditions autochtones, l'artisanat traditionnel, etc., etc. Donc, et on réagit à des projets de loi, des politiques culturelles municipales. On est présent pour... défendre l'intérêt du secteur du patrimoine vivant un peu partout. Et vous, personnellement, vous avez une formation, je trouve ça intéressant quand même parce que vous avez une formation aux études internationales de l'Université Laval, donc droit, économie, sciences politiques, mais aussi une maîtrise en philosophie. Oui, exactement. Puis en quoi c'est intéressant? On dirait que je vous surprends. Je trouve que d'avoir une formation en philosophie, autre que d'enseigner, parce que souvent c'est ça en philo, hein? On étudie la philo pour après ça l'enseigner à des gens qui vont l'apprendre pour l'enseigner. Ça fait comme une espèce de boucle. La maïeutique socratique. En circuit fermé excusez-moi, votre profil m'intéresse, je suis désolé. Ben, ça me fait très plaisir. Ben oui, effectivement, mais la philosophie, c'est la réflexion sur l'ensemble de ce qui se passe dans la vie. Puis là, le patrimoine vivant en fait tout à fait partie, bien entendu. Mais c'est certain que cette formation-là est intéressante, notamment, la philosophie, le droit international que j'ai étudié et la macroéconomie sont très pratiques quand on traite avec les lois, par exemple, ou les traités internationaux. Ben là, une petite longueur d'avance là, sur la compréhension des mécanismes. Comment et avec votre formation en philosophie, vous pouvez vous reculer d'un pas et regarder ça de haut. C'est extraordinaire. Ben, moi, je voulais être prof, d'ailleurs, de philosophie. J'avais étudié ça, je sais que c'est ça. Pour ça. En philo, c'est ça. On étudie pour devenir prof. Ben, parce que je suis également musicien, n'est-ce pas? Ah oui? Puis la grosse saison des musiciens, c'est l'été. Il y en a des musiciens dans la salle, vous le savez. Les festivals, c'est l'été. Donc, dans ma tête, ça allait me permettre de continuer ma carrière de musicien à plein temps l'été. Qu'est-ce que vous faites comme musicien? Violonneux. Vous êtes un violonneux? Chanteur. Mais on vous entendra pas jouer du violon aujourd'hui, on va en entendre d'autres. Non, c'est pas moi le maître de tradition. Il y en a des meilleurs que moi ici aujourd'hui. Bon, là, faisons, parce qu'évidemment, l'idée aussi d'enregistrer ici, c'était de faire un état des lieux du patrimoine vivant en 2021. Oui, exactement. Ben, on profite de l'occasion de le faire devant le public. D'abord, on est très, très content de vous voir dans la salle. Ça fait évidemment quelques temps qu'on est à distance, qu'on fait des réunions Zoom, qu'on fait des spectacles virtuels, qu'on fait des conférences, des ateliers, des formations sur le web. Puis là, on est vraiment très, très, très heureux de pouvoir rencontrer les gens, les maîtres de tradition vivantes qu'on a vus en ligne. Puis Fred Savard, on vous voit. En vrai, on est content. Ça fait changement, de la télévision. Vous offrez des formations professionnelles. Moi, je veux qu'on parle de ce volet-là parce que tantôt, avant d'enregistrer, évidemment, on allait manger, on a fraternisé avec certaines personnes et c'est venu rapidement sur le sujet, ça, la formation professionnelle, entre autres, chez des musiciens qui, normalement, ne jouent pas de trad. Vous offrez, entre autres, des formations professionnelles pour que ce savoir-là soit diffusé. Effectivement, on a tout un volet très important dans notre travail au Conseil québécois du patrimoine vivant qui est la formation professionnelle. C'est Christine Bricot qui mène de main de maître tout ce volet et beaucoup de formations en musique traditionnelle. C'est une musique qui est tradition orale, qui n'est pas enseignée beaucoup à l'école, voire pas du tout, ni au primaire, ni au secondaire, ni à l'université. C'est assez absent. Donc, nous, on a pris, la balle au bond et on s'est dit, on va faire des formations. Il existe des lieux de formation quand même. Il y a des camps estivaux de musique traditionnelle qui sont vraiment extraordinaires au Québec, notamment camp de violon trad, de souche à oreille également. Donc, ça existe. Mais ça reste sur une base volontaire. Effectivement, oui, nos formations aussi sont une base mais volontaire. Ce que je veux dire, c'est que je donne l'exemple, en Scandinavie, je crois que c'est la Norvège qui offre, en fait, qui oblige toute personne qui va chercher sa formation universitaire en musique d'avoir un cours sur la musique traditionnelle
en Norvège. Effectivement. C'est un modèle qu'on souhaiterait avoir ici. Oui, tout à fait. C'est pas le cas dans tous les pays, mais il y a beaucoup de pays où effectivement la musique ou les musiques traditionnelles des lieux sont enseignées sous une forme ou une autre à l'école, ce qui n'est pas le cas ici encore. En tout cas, on espère que ça change, on espère que ça pénètre un peu davantage le cursus, évidemment. On y travaille, justement, on fait des formations professionnelles pour les professeurs. Oui. Et d'ailleurs, vous avez créé le cours Trad 666. Bravo pour la dénomination de ce cours-là, parce que ça fait vraiment cours de cégep, entre autres, mais 666, Trad... Bon, en tout cas, j'ai mieux aimé ça que... On en parlera tantôt d'un autre terme. On va aller écouter un extrait, justement, de cette formation-là, puis on en parlera après. Cours Trad 666. 6 modules, 6 activités. Puis c'est quoi déjà? Le trad du Québec est empreinte d'une grande liberté et d'un sens de la fête unique au monde, comme ses habitants. Le plus simple des pas, lorsque je leur montre, que je monte à faire de la podorythmie à quelqu'un, moi, je sais pas, Michel, moi je leur explique, ici, ta jambe forte, ici, pieds orteils, ici, deuxième pied, plein pied, gars, on revient premier pied, l'eau. Donc, ça c'est la base pour devenir un podorythmiste. Bon, alors on a entendu Nicolas Boulris qui présente le concept et une des formations sur la podorythmie avec Michel Bordelot et Alain Lamontagne, c'est bien ça? Oui, effectivement, super captation en studio. Oui, voilà. Donc, Trad 666, c'est une formation qui est disponible pour qui exactement? Est-ce que tout le monde peut aller la chercher? Tout le monde peut aller le faire sur le web. C'est 6... Trad 666, 6 modules diaboliques, évidemment. Et rapidement, les 6 modules traitent de quoi? Grosso modo, là, il y a la percussion, il y a les pieds, il y a les instruments mélodiques, il y a l'accompagnement, il y a une portion plus historique, il y a des portions plus interactives, il y a des quiz, toutes sortes de jeux. C'est vraiment très intéressant de le faire. Là. Donc, les profs tout le monde peut le faire. au primaire, secondaire pourraient aller chercher ces modules-là et les présenter à leurs élèves. Ça a été fait spécifiquement pour ça. Là. Je dis que c'est ouvert à tous, mais ça a été fait spécifiquement pour que les professeurs qui ne savent pas nécessairement comment faire pour enseigner la musique traditionnelle, au violon, à l'accordéon ou tous les instruments. On peut la jouer à tous les instruments, cette musique-là. Ben, nous, on remplace, dans le fond, une période de cours avec du contenu interactif. C'est ça l'objectif, pour le secondaire puis le cégep. Je voudrais pas faire un rapprochement boiteux, mais je vais le faire. C'est drôle parce que l'éducation sexuelle et la musique traditionnelle souffrent du même problème dans le cursus, c'est qu'on laisse ça à la bonne volonté, dans le fond, des professeurs, alors qu'on devrait l'obliger dans les deux cas. C'est parce que la chanson traditionnelle... C'est un peu lié, les deux, La chanson traditionnelle parle souvent de sexe et de boisson. C'est pour ça, je pense. Et on parle rarement de protection. C'est peut-être ça qui... Hein? Il n'y a pas beaucoup de chansons sur le condom, effectivement. Non. Ça prendrait un reel, la capote. Dès le début de votre intervention, vous avez parlé rapidement de la loi sur le patrimoine culturel du Québec, adoptée en 2012. Parlez-nous un peu de l'importance ou non. En fait, oui, je pense qu'elle a une importance, mais est-ce qu'elle est assez musclée? Concrètement, qu'est-ce qu'elle apporte, cette loi-là, sur le patrimoine culturel? Ben, l'objectif, c'est pas la protection d'ailleurs, puisqu'on parle de condom, l'objectif du patrimoine bâti, c'est vraiment la protection. Mais le mot-clé pour ce qui est du patrimoine vivant, c'est vraiment la sauvegarde ou le développement. Oui. Et donc, le Québec, en suivant ça, la Convention de 2003 de l'UNESCO, dont on a parlé, a souhaité inclure le concept de patrimoine immatériel ou patrimoine vivant dans la loi sur le patrimoine culturel de 2012. Oui. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça institue un nouveau cadre, si on veut, qui inclut les traditions culturelles pour la première fois. Oui. Et ça permet au ministère de la Culture, au ministre de la Culture, en fait, de désigner légalement des éléments culturels transmis de génération en génération. Ça permet également aux municipalités d'identifier légalement de tels éléments culturels. Et ça rend possible certaines initiatives comme des appels à projets du ministère de la Culture. Oui. Ça rend possible le programme des maîtres de tradition vivante. Là, on va en parler tantôt, plus en détail, qui est soutenu évidemment par le ministère de la Culture. Oui. Donc, ça rend possible des nouvelles initiatives comme celle-ci. Et donc, jusqu'à présent, je crois qu'il y a à peu près 7 éléments qui ont été légalement désignés par le ministre. Là, le chant de gorge inuit, on a les traditions du temps des sucres, on a le fléché, la veillée de danse traditionnelle, le jeu et la fabrication de l'accordéon. J'en oublie. Le canot à glace, merci la foule. Vous êtes invités de toute façon à aller voir sur le site web du ministère de la Culture pour compléter la liste. Là. On va mettre l'adresse du site
sur la page de la balado, la page Facebook de la balado. Et moi, le premier, je vais aller voir là-dessus. Vous l'avez abordé un petit peu, je veux qu'on en parle, mais on va peut-être en parler plus tard avec les musiciens directement. Les festivals trad, il y en a quand même je ne sais pas si on peut dire de plus en plus, mais il y en a beaucoup au Québec. Ils semblent être quand même assez vigoureux et en santé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bien, tout à fait. Il y a à peu près 10-20 ans, il y en avait très peu. Il y avait le festival Mémoire et Racines et quelques autres. Ici à Québec, il y avait le Festival international des arts traditionnels notamment. Mais là, on est rendu avec le réseau Festival Trad, à peu près à 30-35 festivals un peu partout au Québec. Donc, il y en a des nouveaux qui naissent. C'est des petits et moyens festivals d'habitude. Il y a le Carrefour mondial d'accordéon ici, également, pas loin. Il y en a plusieurs. Donc, il y a 35 lieux. C'est à peu près... Je dirais les seuls endroits, pas les seuls, mais parmi les rares endroits où le public a l'occasion d'entendre des chansons traditionnelles, de la musique traditionnelle, de danser, d'écouter des conteurs, de voir des artisans. Il y a relativement peu d'autres occasions. On n'en entend pas beaucoup à la radio ni à la télé. Donc, c'est des événements qui sont quand même assez importants là, pour notre milieu, les festivals. Ouais. Mais moi, j'avoue qu'un des objectifs, je ne sais pas si je vais y réussir, mais pourquoi je voulais qu'on fasse un épisode aujourd'hui là-dessus pour parler du patrimoine vivant, mais avoir des maîtres de tradition vivante, c'est pour casser la vision qu'on a, qui est toujours d'écouter, entre autres, la musique trad dans le temps des fêtes ou à la Saint-Jean. Mais même à la Saint-Jean, je trouve que c'est surtout associé au temps des fêtes. Puis moi, il faut casser ça parce que c'est vraiment une musique patrimoniale. C'est notre gospel à nous. C'est notre patrimoine à nous. Puis je trouve qu'on l'a beaucoup regardé de haut depuis longtemps. Puis moi, je suis tombé en amour avec cette musique-là assez tard, je dois l'avouer, mais et les gens sont toujours étonnés quand je dis ça, encore aujourd'hui, puis ça me fascine. Fait que j'espère, entre autres, avec cet épisode-là, on va un petit peu casser les mentalités, puis montrer que c'est une musique du présent, en fait, vivante. On le dit, patrimoine vivant, mais c'est une musique qui est vivante et c'est pas seulement une musique du passé qu'on écoute de temps en temps dans le temps des fêtes. D'ailleurs, je termine avec ça parce qu'après ça, on va aller parler des maîtres de tradition vivante. Le réseau des veillées de danse du Québec, parce que ça aussi... Moi, j'étais allé à la veillée de l'avant-veille il y a plusieurs années. Ça a été une révélation de voir autant de jeunes, mais de tous les âges, mais beaucoup de jeunes, et de voir une énergie presque punk dans ces soirées-là. Parlez-nous un peu de ce réseau-là, des veillées de danse. Ben oui, effectivement, dans les veillées de danse, là, si vous avez jamais été dans une veillée de danse, il faut l'essayer. Totalement. Il y a quelque chose de très intéressant. Il y a quelque chose de la transe, en fait, qui s'installe parce que les musiciens jouent les mêmes airs de façon très répétitive, les pieds qui amènent un aspect répétitif, puis les figures, le swing permet qu'on tourne très rapidement, puis ça fait un petit peu l'effet comme les derviches tourneurs. Totalement. On tombe un peu en transe avec ça, puis collectivement, c'est vraiment une occasion vraiment idéale de rencontrer plein de gens, des gens d'un peu partout, de tous les horizons, de tous les pays. Ça intéresse vraiment beaucoup de gens. Donc, ce réseau-là a été mis sur pied avec le soutien, encore une fois, du ministère de la Culture pour aider des organisateurs de veillées de danse un peu partout au Québec, parce que c'est pas admissible au Conseil des arts et lettres du Québec. Ah ouais. Donc, pour la première fois, à la suite de la désignation légale de la veillée de danse, on a fait un travail avec les acteurs du milieu, puis on a souhaité donc aller chercher certaines ressources, puis les redistribuer à des organisateurs d'événements un peu partout au Québec. Et là, la pandémie arrive. À peu près le lendemain qu'on a fait notre jury. Puis là, on s'est entendu que c'est la dernière affaire qu'on va pouvoir faire juste après licher un laboratoire à Wuhan, en Chine. Parce que, évidemment, on se touche, se sue dessus. Totalement. C'est très physique. Oui. Bon. Antoine Gauthier, merci d'être là. Vous allez rester avec moi. Vous allez être mon bras droit pour le reste de l'épisode. Parce que là, on a parlé un peu tantôt. J'ai envie qu'on aille à la rencontre des maîtres de tradition vivante. On va expliquer un peu mieux c'est quoi ce programme-là parce qu'il est plutôt récent. Et on va aller écouter des maîtres de tradition vivante. Merci, Antoine. Plaisir. Bon, alors, très heureux d'accueillir l'hôte de cet enregistrement, Stéphane Laroche, bonjour. Bonjour. Il faut parler du patrimoine vivant. Bon, on a tantôt, avec Antoine, on a bien défini qu'est-ce que le patrimoine vivant, mais qu'est-ce que ça modifie pour votre travail
de directeur général du Musée de la civilisation à Québec. Comment on fait, en fait, pour l'intégrer dans une vision muséale? Ben écoutez, le Musée de la civilisation, c'est un musée qui est centré sur l'être humain. C'est pas un musée qui est centré sur l'objet. Alors, le patrimoine vivant, pour nous, c'est fondamental, c'est essentiel. Alors, on veut, oui, il y a des objets, évidemment, qui sont présentés, il y a des œuvres d'art qui sont présentées dans un musée comme le nôtre, mais on les met en contexte et on aime bien les mettre en contexte grâce à ce qu'on appelle de la médiation culturelle et éducative. Ça, c'est une notion vraiment importante. Parlez-nous un peu de la médiation culturelle. Incontournable. Dans un musée comme le nôtre, c'est incontournable et ça se fait grâce à des animations, des démonstrations, des conférences, des mini-spectacles, toutes sortes de mises en contexte qui sont faites par des êtres humains. Ça peut être des employés du musée, mais ça peut être aussi, surtout, des gens du milieu qui viennent parler de ce qu'ils connaissent le mieux. Alors, par exemple, des maîtres de tradition vivante. Ouais. Évidemment, l'intégration du patrimoine se fait à l'intérieur du musée, mais elle se fait aussi à l'extérieur du musée. Tout à fait. Avec de nombreux partenaires, par exemple. Antoine, peut-être un petit mot sur les économusées? Oui, moi, je voulais amener, moi, le concept des économusées qui est vraiment intéressant pour la réflexion sur comment intégrer le patrimoine vivant dans les musées. C'est une spécificité tout à fait québécoise qui est vraiment qui a essaimé un petit peu partout au Canada et dans le monde. Et durant les premières années de la réflexion autour du patrimoine vivant puis des musées, les gens qui ont créé ce système-là des économusées ont vraiment mis l'artisan au centre de l'expérience visiteuse. Donc, c'est possible d'aller visiter un peu partout au Québec des artisans qui vendent leurs produits. On peut les voir travailler également et en apprendre plus avec un lieu muséal, si on veut, là, explicatif, interprétatif. Donc ça, c'est une formule qui est très intéressante et qui est assez méconnue d'ailleurs dans la sphère internationale de la Convention de 2003 dont on a parlé. Ça gagne à être connu. Donc ça, c'est un exemple au Québec. En plus de celui du Musée de la civilisation puis un paquet d'autres acteurs. C'est un exemple intéressant qui a mis l'artisan, la personne, au cœur de l'expérience. Et j'ouvre une petite parenthèse, vous me direz si c'est pertinent, mais qui a pensé à ça, le terme économusée? Parce que ça sonne un petit peu comme musée arabais, un peu comme Écono-Fitness. Ça a l'air... Non, mais il faudrait dire ça à Cyril Simard, qui est un des fondateurs, là, une grande figure au Québec. Et oui, si ça sonne comme ça. Est-ce que je prends au dépourvu un petit peu? Ça vient de économie et de musée, tu sais. L'objectif, je pense pas que c'est écono-fitness, mais je pense qu'on peut faire quand même de l'exercice là, en allant voir les artisans. Ouais, en fait, j'ajouterais juste une petite nuance. Alors, il y a des écomusées qui existent aussi. Oui, alors, voilà. Des musées qui traitent de leur milieu, comme dans l'écologie. Écono, la nuance que Cyril Simard faisait et ferait encore sûrement, c'est que là, on ajoute une dimension un peu économique puisque il y a une vente de produits qui sont réalisés sur place dans le lieu. Ouais. Alors, c'est pas juste de la démonstration pour le plaisir de démontrer, c'est un lieu qui produit des choses qui ensuite servent et dont que les gens peuvent acheter. Et c'est formidable. Bon, je vais ouvrir une autre parenthèse, Stéphane Laroche, parce que j'ai envie de vous entendre. Vous l'avez dit tantôt, le Musée de la civilisation, on est plus dans le présent. Est-ce qu'on peut dire ça? On est plus dans le présent que dans le passé? On a les trois volets. On interprète le passé, on présente, on explique le présent, puis on a un regard tourné vers l'avenir. Ouais. Ça, c'est sûr. Bon, il y a deux controverses. Il y a deux débats présentement dans la société, un plus large peut-être sur notre rapport au statut, entre autres au déboulonnage de statut. Je sais que c'était pas prévu, mais je veux quand même vous entendre parce que je suis sûr que vous avez un point de vue intéressant. Moi, je suis pas le plus grand partisan. Je peux comprendre que des gens aient envie de déboulonner des statues parce que, bon, on s'entend que les statues, quand on les installe, c'est dans une époque donnée. Les gens qui décident, ce sont une classe de gens particulière aussi. Il n'y a pas de médiation culturelle habituellement quand on décide de mettre une statue. Bon, en même temps, il y a sûrement quelque chose de plus constructif à faire que seulement les enlever. Vous, qui êtes un spécialiste de musique, comment vous voyez cette question-là? Je suis plutôt d'accord avec vous. En fait, c'est pas en faisant disparaître un objet, en l'occurrence une statue,
qu'on fait disparaître le passé. Ouais. On n'efface pas le passé. Ouais. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est l'interpréter, l'expliquer, expliquer qu'est-ce qui s'est passé à l'époque et comment le point de vue de la société sur tel sujet, si on prend McDonald's par exemple, ben, a évolué. La perception des Autochtones a évolué, la perception des femmes a évolué. Il y a beaucoup de sujets qui ont évolué dans la société au cours des 400 dernières années. Ben, ça s'explique et ça se fait par de l'animation et de la médiation culturelle. C'est ça qu'il faut faire. Ouais. Bon, l'autre sujet, là, évidemment, la diffusion de cet épisode-là, aujourd'hui, on est le 30, mais on a enregistré le 23 octobre. Et ce matin, j'étais dans ma chambre d'hôtel et j'ouvre mon devoir et je vous vois. Et je me suis dit, mon Dieu, je vais lui parler tantôt. J'ai pas le choix de lui demander. Bon, en fait, je fais un petit aparté pour parler de la Maison Chevalier qui a occupé beaucoup l'actualité cette semaine. Sa vente, entre autres. Et j'ignorais que c'était le Musée de la Civilisation qui était chargé de vendre cet objet, cette maison patrimoniale. Évidemment, ça... Vite, on apprend ça, on est fâché, on est choqué, et je veux vous entendre parce que vous allez apporter de la nuance, parce qu'évidemment, tout n'est pas noir et blanc, et particulièrement dans ce cas-ci, c'est assez gris, même gris foncé. Bah, ça dépend du point de vue, on pourrait dire gris pâle aussi. Gris pâle aussi. Écoutez... le Musée de la Civilisation est propriétaire de cette maison-là depuis 1987, avant même l'ouverture du musée. Et en fait, le ministère des Transports, à l'époque, qui était propriétaire de la maison, a cédé cette maison-là au musée parce que... En fait, en 1956, je crois que... En 1956, la maison a été classée. Voilà. OK. Puis ensuite, elle a été achetée par le gouvernement, puis elle s'est promenée d'un ministère à l'autre. Oui. À la fin, donc en 1987, c'était le ministère des Transports qui la cède au Musée de la Civilisation à des fins temporaires pour que le musée s'installe avant l'ouverture du musée, de la construction du musée ici, qui a ouvert un an plus tard. Donc, pour installer les équipes et faire ce qu'on a appelé des expositions de préfiguration. Présenter un peu ce qu'il y aurait éventuellement dans le Musée de la Civilisation. C'était ça le but. Alors, une chose temporaire, ben ça a une fin dans la vie. Par ailleurs, le Musée de la Civilisation, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est tourné vers l'être humain, et on est, vous l'avez dit vous-même, vous êtes surtout dans le présent. Ben, on n'est pas figé dans le passé. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Et la Maison Chevalier, c'est sûr que c'est un lieu important, qui est symbolique, mais la maison, elle ne disparaît pas, là. Elle va être là. Elle est toujours classée bien culturel. Elle est toujours protégée par la loi sur le patrimoine culturel. Et on a un acheteur qui a démontré son sérieux et qui veut continuer à rendre accessible la maison au public. Mais reste que, et ça, c'est pas de votre ressort, mais reste que c'est du bon vouloir de l'acheteur qui pourrait changer en cours de route. Oui, mais s'il change, le ou la ministre de la culture qui sera en poste à ce moment-là a son pouvoir d'intervention. Il peut refuser, il y a un pouvoir d'intervention assez important par la loi. Peu importe c'est qui. Alors, puis ce que je voulais dire, parce qu'on est sur la notion de patrimoine vivant, la Maison Chevalier, elle est grandement... la plus grande partie de la maison est inoccupée depuis plusieurs années. C'est pas du patrimoine vivant, ça, c'est du patrimoine qui est un peu mort. Et ce qui est important, c'est qu'un lieu, qu'il soit patrimonial ou autre, soit occupé, qu'il y ait des gens qui fassent des activités, qui y travaillent, qui présentent des projets. Et c'est ça que le nouvel occupant va faire. Et ça, c'est beaucoup mieux pour rendre un quartier vivant, le quartier de Place-Royale, que de laisser dépérir un bâtiment en s'en occupant pas. Mais il y a Jean-François Nadeau ce matin. Si on fait le parallèle avec Bibliothèque Saint-Sulpice, dont la vente avait été bloquée, tout à fait. Écoutez, est-ce que vous croyez que ça a donné beaucoup de résultats de bloquer une vente quand on regarde 12 ans plus tard, où est-ce que c'est rendu? Mais je pense que ça choque les gens parce qu'on a l'impression au Québec que souvent le patrimoine, les immeubles avec une valeur patrimoniale sont peu protégés. On a plein d'exemples de projets de condos qui détruisent des vieilles maisons. Moi, j'ai déjà reçu André Cédillo qui avait écrit Mafia Inc. qui disait qu'en Italie, entre autres, ça a été un gros problème. C'est que la mafia achetait des terrains et ça s'arrangeait. Je dis pas que c'est ce qui se passe ici. Non, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Non. Pas du tout. Cela dit, André Cédillo m'avait répété, vous seriez étonné du nombre d'anciens mafieux qui se sont recyclés dans l'immobilier. Je dis pas que c'est le cas qui nous occupe. Mais on est dans on a l'impression que notre rapport
rapport au Québec avec le bâti est problématique. On est dans un contexte totalement différent. C'est un bien classé, dans un arrondissement classé. Ouais. Alors, il n'y a pas de risque par rapport à ça. Et puis, moi, j'aurais tendance à vous dire que j'ai une vision différente, je vais le dire comme ça, parce que moi, je considère que c'est formidable qu'une entreprise privée décide d'investir dans du patrimoine pour en assurer la préservation, pour en assurer la bonne gestion, pour en assurer la continuité. Et au lieu de taper sur ces gens-là, on devrait les encourager, on devrait les féliciter, puis on devrait leur dire que ça serve d'exemple à bien d'autres dans la société. Parce que sinon, ce que ça fait, c'est que ça revient à dire qu'il n'y a que l'État qui peut s'occuper des biens patrimoniaux. Et ça, à un moment donné, là, parce que l'État, c'est vous et moi, c'est les payeurs de taxes et c'est les payeurs d'impôts, à un moment donné, ça ne sera plus possible. Alors que là, ça va être les acheteurs des meubles Tanguay qui vont se partager les coûts de la maison Chevalier. J'aimerais vous croire. J'ai hâte de voir dans 10, 15, 20 ans. On verra. Je suis content que vous ayez accepté de vous donner votre vision des faits. Antoine, vous vouliez rajouter quelque chose? Il y a quelque chose d'intéressant que le concept de patrimoine vivant ou de patrimoine immatériel amène dans cette discussion-là sur le patrimoine bâti, qui fait un peu éclater en plus grand le débat. Pourquoi on ne construit plus ce genre de maison-là? On a encore des artisans. Ça, on va en parler tantôt. On a un maître de qui tradition. Peuvent le faire. Et je m'étais fait demander une fois pourquoi il n'y a pas de cabanes à sucre au Québec qui sont classées. Ouais. Et par quelqu'un qui était un peu outré de la chose. Pourquoi il faudrait absolument qu'on classe une cabane à sucre? Puis ma réponse a été qu'est-ce que ça change, au fond. Notre objectif, c'est pas de... Là, je parle de la cabane à sucre. Là, on est un peu ailleurs qu'avec la Maison Chevalier, mais c'est le même thème. Non, mais vous avez raison. Dans le fond, c'est notre perception. La population, ça change? Notre perception, on a l'impression, dans le fond, que de classer un bâtiment va le préserver à jamais. Et on peut se poser la question si c'est une bonne chose ou non, dans le fond. Ben, on peut se poser la question. L'objectif, c'est sûr que du classement, c'est de protéger. Mais ça a un travers, d'une certaine façon, parce que ça fige quelque chose dans le passé. Ouais. Et ce qui est beau avec le patrimoine vivant, puisque c'est le sujet aujourd'hui, tout à fait. C'est que c'est pas quelque chose qui est figé dans le passé, c'est quelque chose qui évolue, qui est interprété, qui bouge, et parce que sinon, nos traditions vont mourir. Ouais. Alors, est-ce qu'on veut que toutes nos traditions meurent? Je ne pense pas, en tout cas certainement pas au musée. Nous, notre vision, c'est de faire en sorte qu'on ait quelque chose qui bouge dans le temps et qui soit toujours pertinent et d'actualité. On aime ça être dans l'actualité. Tout à fait. Et je pense que c'est beaucoup plus sain qu'une vision passéiste qui est simplement axé sur la contemplation. Ouais. La contemplation, c'est bien, c'est intéressant, mais je pense qu'on peut faire plus que ça pour avoir une société qui est vivante. C'est un peu la réponse qu'on avait aussi dans le cas des cabanes à sucre. L'objectif, c'est qu'il y ait encore des cabanes à sucre, mais plusieurs qui soient faites en bois, avec un évent en haut, qui ne soient pas nécessairement chauffées au mazout, pour que ça soit du développement durable. Il y a toute une réflexion autour de ça. Et qu'on ne charge pas un extra pour avoir du sirop d'érable sur la table au repas. J'ai déjà vu ça à une certaine époque. Stéphane Laroche, merci beaucoup de nous avoir expliqué votre... de nous accueillir ici, et d'avoir fait face à la musique quand même. Mais vous avez raison, c'est le patrimoine vivant, le sujet de cet épisode aujourd'hui. Et peut-être que dans 20 ans, il sera vendu à des intérêts privés pour sa préservation. Merci, on s'en reparlera dans 20 ans. Je vous donne un rendez-vous. Dans 20 ans, dans 20 ans, volontiers. Volontiers. Il peut se passer bien des choses. Merci beaucoup. On espère qu'on sera toujours vivants, tous les deux. Oui, et qu'on ne sera pas juste du patrimoine. Merci. Bon, alors parlons enfin des maîtres de tradition vivante. Là, on accueille Philippe Dubois dans un premier temps. Bonjour Philippe. Bonjour Fred. Vous êtes spécialisé en médiation du patrimoine culturel. Vous aussi, formation en administration? Non, oui, vous aussi, hein, Antoine. Vous avez une formation en... Moi, j'ai une formation en tout, là, vous l'avez dit tout à l'heure. Non, je me rends compte de gens multiformés, prêts à conquérir le monde. J'adore ça. Et vous êtes spécifiquement, Philippe, attaché au programme des maîtres de tradition vivante. Oui, exactement. Je suis en charge du programme depuis mars dernier, en fait. Et parlez-nous de ce programme, de la genèse, parce qu'il paraît qu'au début,
mes informateurs m'ont dit que on trouvait que c'était pas une si bonne idée. Ben moi, je vais renvoyer la parole à Antoine là-dessus parce que lui était présent au départ à la genèse de ce programme-là. Ben, on n'a jamais trouvé que c'était une mauvaise idée, ça c'est sûr et certain. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est pas ça qu'on m'a dit off the record. Mais allez-y, je vous écoute. Au début, on avait certains doutes. On est allé en commission parlementaire dans le temps du début de la loi sur le patrimoine culturel et on s'était fait demander par la ministre de la Culture à l'époque, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de faire un système comme les trésors humains vivants, un système comme l'UNESCO le prévoit dans certains pays? Et nous, on s'était questionné. Wow. Pas trop vite. Le programme des trésors humains vivants. Oui, bien ça, c'est une ancienne directive de l'UNESCO qui dit justement les États pourraient souhaiter mettre sur pied des programmes qui valorisent des porteurs de traditions exemplaires et qui servent à transmettre en fait différentes techniques transmises de génération en génération. On a fait un colloque international il n'y a pas si longtemps, puis on avait 7 pays qui participent, 7 États ou 7 pays qui participent à ce genre de système-là. Évidemment, c'est assez différent d'un pays à l'autre. Oui. On a le Japon qui est le premier depuis les années 50 qui font ça avec des maîtres de différentes traditions qui reçoivent des sous à chaque année par l'État à vie pour transmettre. Ouais. Et on a également, il y a les États-Unis qui, eux, ils ont des systèmes aussi de bourses pour les musiciens de différentes origines et pour les artisans également. Il y a le Burkina Faso qui embarque, il y a la France avec les maîtres d'art, le Chili nous en a parlé également, la Flandre, eux autres, c'est intéressant, c'est un système assez distinct qui est très, très flexible, qui est, en fait, ils ont 1 million d'euros par année et puis trouvez-vous un maître et un apprenti, puis demandez-nous des sommes pour faire des projets, puis vous allez transmettre des choses. Dit de même, ça a l'air un peu garoché, là, mais c'est quand même structuré. Oui, c'est très structuré, mais ils sont au début aussi, là, tout comme nous, du processus, mais c'est juste pour expliquer que c'est assez différent d'un pays à l'autre, et nous, on a choisi une version entre flexible et moins flexible, donc les maîtres changent et ne sont pas institués à vie. D'une année à l'autre. Ils changent d'une année à l'autre ou à chaque 2 ans, là, mais on est très heureux donc de faire partie de ce mouvement international-là. Ben, Philippe Dubois, justement, expliquez-nous comment fonctionne le programme ici au Québec. Oui, ben le programme a été lancé en 2019. Puis l'idée, en fait, c'est de... Bon, ça fonctionne avec un appel de candidature. Donc, on reçoit des candidatures chaque année. Oui. Cette année, par exemple, on en a reçu une 40aine. Oui. Puis, oui, quand même. Puis, de toutes les disciplines, là, tantôt, on parlait de... Bon, ici, on a des maîtres qui sont musiciens, gigueurs, danse traditionnelle, savoir faire les métiers traditionnels associés au bâtiment, par exemple, artisanat, tradition des Premières Nations. Donc, c'est très, très varié. Puis, il y a un jury qui se rassemble, qui est formé de gens du ministère de la Culture, des dirigeants d'organismes aussi en patrimoine vivant, puis des membres de notre CA, nous, au Conseil québécois du patrimoine vivant. Donc, il y a une sélection qui est faite de 5 maîtres à chacune des 2 dernières années. Puis, ces maîtres-là, bon, on leur remet une bourse en argent, tout d'abord, une bourse de 5 000 $ à chacun, pour un peu les féliciter pour leur parcours exceptionnel, parce que ces maîtres-là, en fait, c'est des porteurs de tradition qui portent un savoir-faire, des connaissances exceptionnelles sur des pratiques qui sont transmises de génération en génération. Donc, Donc, des pratiques, la plupart du temps, qui ne sont pas enseignées dans une institution en particulier. Pas nécessairement ou très peu, en fait. C'est pas des milieux où il y a des milliers et des milliers de praticiens là, en général. Ouais. Donc, ces gens-là, ben, on leur offre la bourse pour les féliciter pour leur accomplissement, mais aussi pour les inciter à travailler avec nous à un projet qui est porteur, qui est structurant pour le milieu, qui va être axé sur la transmission. Puis, en parallèle de ce projet majeur-là avec lequel on collabore, ben, nous, on est là aussi pour les accompagner, leur offrir une certaine visibilité, mais aussi créer des occasions où ils peuvent transmettre leurs pratiques. Des classes de maîtres, des formations, des conférences, des fois on fait des films documentaires, des choses comme ça. Bon, on va aller écouter un extrait et je veux après ça que vous nous parliez un peu de ce projet-là qui est vraiment, là les gens vont l'entendre, qui est, en tout cas, de ce que j'ai entendu, j'en sais pas beaucoup, là, c'est extraordinaire. Ouais. Maman, qu'est-ce que puis cela? Maman, qu'est-ce que puis cela? C'est un oiseau, mon enfant. C'est un oiseau, mon enfant. C'est un oiseau, mon enfant. Un oiseau qu'on baise en cœur. Un oiseau qu'on baise en cœur. Jusqu'à l'âge de 15 ans. Bon,
Alors, les gens qui écoutent, les auditeurs et auditrices, si vous n'éprouvez pas d'émotion en écoutant cet extrait, je vous annonce que vous êtes décédé à l'intérieur de vous. Parlez-nous de ce projet-là, Philippe. Oui, bien ça, c'est un des exemples de projets structurants qu'on fait avec chacun des maîtres de tradition. Le maître, dans ce cas-ci, c'est M. Jean-Paul Guimond, qui est chanteur traditionnel, qui se dit aussi réparateur de chansons. Allez voir sur La Fabrique culturelle, il y a quelques vidéos avec M. Guimond qui est exceptionnel. On va les mettre, oui, c'est un personnage. Donc, le projet qu'on a monté avec lui, en fait, c'est une résidence d'artistes. Un des objectifs des maîtres de tradition, mis à part la transmission au plus grand nombre possible, là, c'est de créer un peu des maillages peut-être inhabituels avec d'autres artistes artisans. Oui. Donc, dans ce cas-là, on a invité M. Guimond et Zal Sissoko, qui est un virtuose, en fait, de la kora, qui est musicien, que vous avez peut-être vu un peu. C'est lui qui a gagné l'album Musique du Monde à la disque cette année. Donc, c'est quelqu'un qui a une carrière internationale et qui est aussi un griot lui-même, donc un porteur de tradition qui est d'origine sénégalaise, mais qui est ici depuis une vingtaine d'années. Donc, on les a fait se rencontrer, oui, pour créer, pour jouer ensemble, mais surtout pour échanger sur c'est quoi la transmission des traditions, c'est quoi porter ça. Puis souvent, c'est pas nécessairement verbalisé tant que ça par les porteurs. M. Guimond, c'est pas quelqu'un qui parle du fait de transmettre, il le fait, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on a passé presque 4 jours avec eux au studio B12 à Valcourt, qui est l'ancienne maison de la famille Bombardier, qui est un lieu magnifique, qui a un studio tout équipé vraiment exceptionnel. Donc, on a passé 4 jours là, on a enregistré quelques pièces, on a parlé beaucoup, on a tout capté, tout filmé. On va produire des contenus avec ça bientôt. Puis, ce que vous avez entendu, c'est une des pièces que M. Guimond voulait chanter, qui est une des pièces qu'il n'a pas enregistrées encore. Donc, c'est Maman, qu'est-ce qu'un pucelage? Là, c'est la première phrase, c'est le titre de la chanson. Donc, avec... Je tiens à dire que Serge Gainsbourg, ça a été sa façon de fonctionner toute sa vie. C'est bien pour dire, c'est que souvent, le titre de la chanson était dans la première phrase de la chanson. C'est un maudit bon truc. Exact. M. Guimond, c'est vraiment... Ça nous a été volé par nos chanteurs d'ici. Puis donc, c'est ça, il y a Zal Sissoko qui accompagne à la kora, puis Nicolas Boulris qui a passé la première journée avec nous. Nicolas Boulris, qu'on a entendu un peu tantôt, qui est entre autres dans le Vent du Nord, qui joue de la vielle à roue. Donc, il avait apporté sa vielle, puis on s'est dit, vielle kora, déjà, c'est sûr que ça va être exceptionnel. Puis avec la voix toute simple et un peu éraillée, là, il dit lui-même, M. Guimond ne rajeunit pas, mais c'était exceptionnel. Mais c'est comme le bon vin, je pense. Absolument. C'est que ça se bonifie avec les années, puis il y a une espèce de fragilité et une force en même temps dans cette voix-là. Moi, à chaque fois que je l'entends, ça me touche beaucoup. Et vous l'avez dit tantôt, ça soit Antoine ou Philippe, la transmission, là, c'est le mot-clé. Hein, c'est que tout ça ne meurt pas, reste présent. C'est pour ça que le programme existe. C'est vraiment ça. C'est de, reconnaître, mais surtout... travailler avec les maîtres, c'est des ambassadeurs culturels pour vraiment partager leur savoir puis au plus grand nombre, pas simplement dans des zones nichées. Donc, mais on va aller les découvrir tout de suite parce qu'on en a plusieurs avec nous. En fait, on peut dire la cuvée de 2021. Je ne sais pas si cuvée est le bon mot. Mais... On peut presque dire ça. Il y a M. Ouellette qui a été nommé en 2020. Oui. On va, il est déjà là. On peut le saluer. Bonjour. Bonjour. Ça va bien, Rénal Ouellette? Très bien, très bien. Mais je ne commencerai pas avec vous, je vais commencer avec Antoine Pelletier. Merci. Il était ça à côté. Merci. Alors, Antoine Pelletier, bonjour, vous êtes menuisier d'art? Oui, menuisier d'art. En fait, vous êtes maître de tradition, menuisier d'art, architecture et patrimoine. Parlez-nous de votre expertise. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Menuisier d'art, ça rentre dans la définition d'ébéniste aussi à titre large. On fait de la création et de la reproduction d'éléments de boiserie sur la maison ancienne. Bon, donc vous êtes spécialisé en boiserie. Oui, c'est porte-fenêtres et ornements architecturaux. Et là, vous dites « on ». C'est quand même important parce que vous n'êtes pas seul et vous vous inscrivez dans une... c'est multigénérationnel. Oui, moi j'ai repris ébénisterie Pelletier et fils parce que je suis le fils du fils du fils et je travaille avec mon fils. Wow! Je suis à 4e génération, je travaille avec la 5e. Vous êtes installé où? On est à Saint-Liboire présentement depuis 12-15 ans maintenant. Saint-Liboire qui est le Saint-Liboire pas très loin de Saint-Hyacinthe-Drummondville? Exactement. Voilà. Il y en a d'autres, je pense, au Québec, des Saint-Liboire. Ça se peut. Oui, on les salue. Donc, entreprise familiale depuis 1880? Oui, 1890. On a remonté jusque-là avec mon grand-père qui avait pris sa formation en filiale de le grand-père
par ma grand-mère, et ainsi de suite. Mon père a repris de mon grand-père, et moi, j'ai repris de mon père il y a maintenant 25 ans à peu près. Puis, quand ça se manifeste dans votre vie, est-ce que c'est très jeune, vous dites, moi, j'ai envie de faire ça, ou comment ça... Parce qu'on parle de transmission, mais on peut pas l'imposer, cette transmission-là. Non, on peut pas l'imposer, puis ce geste-là, on ne sait pas quand il commence. J'ai rentré dans l'atelier de mon grand-père, j'ai commencé à travailler sans le savoir. Parce que je voyais le geste se faire autour de moi et puis que j'arrivais de l'école puis qu'on me disait tu commences par juste être dans l'environnement, à voir les autres travailler, à passer le balai même. Puis à un moment donné, viens prendre ton bout. Puis tu prends ton bout, puis ainsi de suite. Puis après ça, tu prends l'acier à ruban pour découper un petit bateau pour aller dans la piscine. Puis c'est là que tu apprends à découper sur l'acier à ruban. L'acier à ruban est haute, la table est à la hauteur de tes yeux. Puis avec les mains de ton grand-père qui manque 2 doigts, fait qu'il dit de faire attention. Là, vous vous dites déjà lesquels que je vais perdre quand je vais être plus grand, les doigts, ça va être quelles mains? Est-ce que vous avez vos 10 doigts? Oui. Bravo! C'est pas pour rien que vous êtes maître de tradition vivante, vous avez vos 10 doigts. et là, le fils prend la relève et ça se fait de la même façon. Est-ce que vous aviez une crainte que ça s'arrête à vous? Non, j'ai pas de crainte, mais j'ai une grande joie que ça continue. Ouais. C'est sûr que ça s'inscrit dans la transmission, puis que c'est là que ça se passe. Et là, j'ai envie de vous demander, c'était pas prévu évidemment, mais comment vous trouvez collectivement au Québec, notre rapport, on en a parlé un peu tantôt avec Stéphane Laroche, mais notre rapport au patrimoine. Je sais que si on parle du patrimoine vivant, là, Antoine Gauthier, vous allez me dire, c'est pas ça le sujet, mais la balado porte mon nom, fait que c'est moi qui décide. Notre rapport collectif au patrimoine bâti. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on a 2 attitudes. Soit qu'on s'en fout un peu, ou c'est compliqué, j'ai pas envie il y a plusieurs règlements à respecter. Bon, selon vous, notre rapport, est-ce qu'il est sain au patrimoine bâti au Québec? Il est complexe, minimalement, là. Le patrimoine bâti, et puis tantôt on parlait de l'usage, c'est là que je veux revenir aussi avec l'usage. Dans toutes les formes de patrimoine, il y a pérennité quand il y a un usage. Il ne faut pas que ça soit figé. Exactement. Fait qu'il y a pérennité quand il y a un usage. Quand le métier est encore utilisé, il va y avoir pérennité du métier. Quand le bâtiment est encore utilisé, il va y avoir pérennité du bâtiment. Ça commence à être mieux compris et mieux employé. Mais le patrimoine est souvent associé, dans le patrimoine bâti, est souvent associé aux projets très démonstratifs comme les projets religieux ou les projets de grande envergure. Et c'est la même chose aussi dans l'immatériel. C'est des choses qui vont être très démonstratives. Quand la majorité de notre patrimoine va être un patrimoine du quotidien dans lequel on s'inscrit à tous les jours. Moi, si je fais du patrimoine du quotidien dans lequel vous marchez dans la rue et vous voyez des belles maisons une après l'autre, c'est ce qui crée votre émotion d'être bien présentement. C'est la même chose dans chacun qui vont faire de la musique ou qui vont s'inscrire dans une esthétique. On va souvent s'inscrire dans le patrimoine du quotidien et qui fait... C'est là l'usage aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de nouvelles maisons, de nouveaux bâtiments qui sont construits avec les techniques anciennes? Il y en a très peu. Pourquoi? Le coût sur le temps est très peu valorisé. On ne voit pas l'investissement sur le temps. On voit l'investissement sur l'instantanéité de la chose. Si je vous fais une fenêtre pour votre maison qui va durer 100 ans, est-ce que vous le voyez sur les 100 prochaines années ou les 125 prochaines années, ou si vous le voyez sur l'investissement que vous allez faire sur les 10 prochaines années? Vous allez souvent le calculer comme moins comme du court terme. Oui, du court terme. Vous allez voir comme du mobilier quand ça devrait être sur de l'immobilier. On n'a pas la même relation au temps. Quand vous allez la vendre dans 20 ans, votre maison, ou dans 30 ans, si vous l'habitez longtemps, elle va être encore très bonne. Et puis pour l'autre après, et puis pour l'autre après. Mais le retour sur l'investissement ne se voit pas là.
C'est drôle parce que c'est le même problème avec les matériaux pour l'environnement. Souvent, on va pas choisir ces matériaux-là parce qu'évidemment, ils coûtent plus cher, parce qu'on ne voit pas. Fait, autant garder le patrimoine et préserver l'avenir. Dans les deux cas, on voit pas le besoin d'investissement, de se projeter dans le futur, en fait. Quand le matériau est pérenne, effectivement. Voilà. Bon, on va revenir à vous, Rénal Ouellette. Merci, Antoine. C'était vraiment, j'aurais aimé ça qu'on en parle plus longtemps. Malheureusement, on a d'autres maîtres de tradition. On n'a pas le visuel parce qu'on ne pourra pas vous entendre votre travail, malheureusement. Ben, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile de transporter. Oui. On a un environnement... Les boiseries, ça pèse lourd en plus. Mais Rénal Ouellette, on va pouvoir vous entendre très bientôt. Mais avant, vous êtes maître de tradition de l'accordéon diatonique. Oui, tout à fait. Parlez-nous de l'accordéon diatonique. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec un accordéon, par exemple, de bal-musette? L'accordéon, c'est une grande famille d'instruments. Oui. Donc, l'accordéon diatonique en fait partie. C'était dans les premiers modèles d'accordéon qui ont été développés. C'était le système bisonore. Oui. C'était un peu comme un harmonica. Donc, il y avait 2 notes par touche. Donc, si on ferme l'accordéon, on a l'exemple, si on pèse la touche numéro 3, on a le Do. En ouvrant, on a le Ré, et ainsi de suite. Donc, ça fait un instrument qu'on appelle avec le jeu poussé-tiré, qui donne une certaine rythmique aussi. Fait que c'est ce qui fait la spécificité de cet instrument-là. Et cet accordéon-là, est-ce qu'il est très spécifique au patrimoine musical québécois? Tout à fait. Oui. C'est des instruments qui étaient, à l'origine, c'est des instruments qui étaient importés d'Allemagne. Et, dès les premiers accordéons qui étaient ici venaient d'Allemagne? Oui, tout à fait. Ah, oui. Les Allemands et les Italiens ont été les premiers à développer des méthodes de fabrication en série. Oui. Donc, ça arrivait par bateau ici au Canada, surtout au Québec. Oui. Et c'était les petits accordéons. Puis en plus, ce qui a fait la popularité de cet instrument-là, c'est que c'était un instrument qui jouait quand même, qui était puissant, qui était facile à voyager, qui n'était pas trop fragile, puis en même temps qui coûtait pas cher. Ouais. On pouvait, dans les catalogues du début du siècle dernier, on pouvait s'acheter un accordéon pour $2, $2,50. Fait que c'est un accordéon donc puissant, qui était parfait pour les veillées de danse, parce qu'on pouvait l'entendre, tout le monde l'entendait. C'est quand même un enjeu important. Là. Ben, tout à fait, mais en fait, le jeu s'est fait par essai. Si les musiciens ils ont appris des mélodies, puis il y avait des danseurs, donc l'effet de la puissance de l'accordéon qui stimulait les danseurs, ça s'est fait ensemble, ça c'était conjoint, là, vraiment. Ouais. Vous êtes à la direction du Carrefour mondial de l'accordéon, et concrètement, ça veut dire quoi, ça? C'est que vous vous intéressez à l'accordéon qui existe partout dans le monde ou spécifiquement au Québec, où vous voulez... J'imagine encore, on parlait de transmission. Est-ce que l'aspect transmission, c'est important dans votre travail? Oui, tout à fait. Nous autres, on a travaillé à plusieurs niveaux. Dès le début, nous, au niveau de l'événement du Carrefour mondial de l'accordéon, on a donné une place importante à l'accordéon diatonique du Québec, mais également, on a ouvert tous les styles différents d'accordéon, comme vous parliez plus tôt, le musette, le bandoneon avec le tango, le clavier piano, et aussi pas uniquement des musiques traditionnelles, mais on est allé en ouverture à présenter de la musique soit populaire carrément, du musette français, du jazz, même de la musique classique. Ouais. Donc on présente l'accordéon sous toutes ses formes, mais tout en gardant une place très importante pour l'accordéon diatonique. Ouais. Est-ce qu'il y a une relève forte? Parce que moi, dans les soirées de trad auxquelles j'ai assisté, souvent, les plus jeunes jouent du violon. En tout cas, moi, je les ai vus jouer du violon. Est-ce que l'accordéon tire son épingle du jeu pour les plus jeunes? Est-ce que c'est encore un instrument qui est joué? Oui, tout à fait. Je me plais souvent à dire qu'il n'y a pas une relève énorme, il n'y a pas des millions. Mais par contre, la relève qui existe au Québec en ce moment au niveau de l'accordéon est vraiment très bon musicien, il a beaucoup de talent. Et c'est dans tous les différents secteurs de la province de Québec. Ben moi, je vous propose d'aller vous écouter. Monsieur Ouellette, si vous voulez, allez vous placer. Je trouve ça important que la balado offre des prestations musicales parce que c'est la meilleure façon de découvrir ces talents-là et ces instruments-là. Fait que je vous laisse vous placer. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter? Ben, je vais vous faire, vu qu'on est à Québec, je vais vous faire une suite de 3 pièces qui vient d'un accordéoniste qui était très important ici dans la ville de Québec, M. Adélard Thomasin.
Adélard, c'est quelqu'un qui a été associé au Carnaval de Québec pendant plus de 50 ans, puis qui a fait de la télévision, du disque, puis tout ça. Et Adélard, en plus d'être un bon musicien, c'était quelqu'un qui a composé des très belles mélodies qui aujourd'hui sont jouées par beaucoup de musiciens. Donc, je vais vous jouer 3 pièces. La Gigue du Père Mathias, le Ril du Bonhomme et le Ril de Bergéville. Wow, ben on vous écoute, Monsieur Rénal Ouellette. Bon, alors, je suis très heureux d'accueillir Grace Ratt. Est-ce qu'on prononce bien Grace Ratt? Oui. Je l'ai, voilà. Vous êtes artisane passeuse culturelle Anishinaabe, issue de la communauté de Kitiganik. C'est où ça? C'est au lac Rapide, dans le secteur de l'Outaouais. Ah oui, d'accord. Vous êtes, en fait, vous pratiquez plusieurs, je dirais artisanat, mais j'aime pas le mot, mais bien, je pourrais le dire comme ça. Vous êtes, en fait, on vous décrit comme réservoir vivant de connaissances traditionnelles. Vous pratiquez le tannage des peaux? Oui. Préparation des fourrures? Oui. Confection de mocassins? Oui. Artisanat ancien? Oui. Bon, là, j'avoue, moi, j'ai un petit bébé de 6 mois et demi à la maison et j'ai vu que vous faisiez des porte-bébés. Ouais. Ça, j'avoue que ça m'intéresserait, entre autres. Bijoux, outils, jouets et médecine traditionnelle. Ouais.
que vous avez appris au contact de votre kokum. Oui, c'est ça. Mais depuis tantôt, on parle de transmission des connaissances. C'est un peu ça, le patrimoine vivant, l'idée. Et ça, je pense que ça vous anime beaucoup. C'est quelque chose qui est important pour vous de transmettre? Oui, c'est très important. Et vous le faites comment? Je parle pas beaucoup comme toi. Moi, le problème, c'est que je parle beaucoup trop vite, je le sais. Vous faites de l'apprentissage immersif? Oui, c'est plus des démonstrations techniques en algonquin, à mon langage. La plupart du temps, quand je fais des ateliers, c'est plutôt de faire une démonstration vite faite, puis ils vont le faire. Ah ouais? Fait qu'immédiatement, on se lance. Oui. Puis est-ce que les gens répondent bien? Est-ce que les gens... comment on fait? Est-ce que n'importe qui peut aller vous voir? Comment ça s'articule? Comment on fait? N'importe qui peut me voir. Chose importante dans votre pratique, c'est l'observation. Ouais. Et l'écoute, la langue, parce que la langue aussi, la transmission de la langue, c'est important. Oui, c'est très important parce que les jeunes ils commencent à le perdre. Ouais. Puis c'est ça que je veux faire. C'est quoi le mot encore? Dites-le dans votre langue, ça va être parfait. Non. Non. Le français, là, ça... Non, mais, ça revient pas. Non, mais je suis sérieux, dites-le dans votre langue. Voilà, c'est de l'observation, c'est de l'apprentissage immersif. Qu'est-ce que ça vous fait d'être porteuse de tradition vivante par le Conseil québécois du patrimoine? Est-ce que vous trouvez que c'est un geste? Je le sais, là, ça va être cliché, on parle beaucoup de réconciliation, mais est-ce que vous avez l'impression que ça participe à ça, au dialogue? Oui, c'est dans ma... Comment tu dis ça? Le chemin que je fais en ce moment. Puis le patrimoine, c'est juste comme il est à la bonne route où que je veux aller. Ah ouais. Fait que en fait, c'est en accord avec votre parcours de vie à vous. Oui. Ben merci d'être venu. Malheureusement, encore une fois, là, on est devant des gens, on peut pas entendre ce que vous faites, mais on va mettre, Antoine, j'imagine qu'on serait capable sur la page Facebook de la balado de mettre des liens pour que les gens puissent voir ce que Mme Ratt... On va mettre des liens, tout à fait, puis on va inviter aussi les gens à suivre ce que Mme Ratt va faire durant l'année comme projet avec le concept de maître de tradition vivante. Oui. Mais merci beaucoup d'avoir été là. Puis vous nous avez offert un peu de votre langue. Moi le côté immersif, je trouve ça super important. Puis on le fait pas souvent. Moi, je le fais pas souvent ici à la balado. Alors, c'est vraiment apprécié, Grace Ratt. Merci beaucoup, beaucoup. Et à côté de vous, il y a Liette Remond. Bonjour. Bonjour. Et Normand Legault. Bonjour. Faut parler devant le micro, Normand. Je sais que tu es habitué de faire aller vos souliers, mais là, il faut se faire aller la bouche devant le micro. On veut vous entendre. Liette Remond, vous êtes maître de tradition vivante en violon traditionnel. C'est bien ça? C'est bien ça. Bon, oui, c'est bien bon. ça. On veut vous entendre. Je l'affirme haut et fort. Bon, voilà. Vous avez étudié d'abord le violon et la clarinette à Rimouski? Oui. En fait, moi, je viens d'une famille... Mon père était violonneux. Ouais. Puis lui, il tenait ça de ses grands-parents, de sa mère turluteuse, puis de sa grand-mère violonneuse et son grand-père. Ouais. Donc, puis chez nous, ben il y avait... En Gaspésie, il y avait beaucoup de musique, beaucoup... pas seulement à Noël. Voilà. Il y en avait à chaque semaine. Ah, ça, j'aime ça. À chaque semaine, la maison était pleine. La maison se ramassait chez le violonneux qui avait... Ma mère, qui était une cuisinière, une bonne cuisinière, ça fait que la maison était pleine de monde tout le temps, de parenté, parce que les familles étaient grosses. Oui. Bref, ça fait que moi, j'ai été élevée là-dedans. Et quand c'est venu le temps d'aller à l'école, au cégep, ben là, moi, je voulais m'en aller en musique, c'est sûr. Mais comme j'étais trop vieille pour apprendre le violon dans une école, l'école la plus proche était Rimouski, le conservatoire, ben ils m'ont dit... Donc, la tradition classique, vous étiez déjà trop vieille. Pour le violon, pour le le violon, il faut commencer ça à 3 ans et demi. Mais là, tu sais, ils m'ont dit,
en clarinette, ce serait parfait. Puis je jouais déjà de la flûte à bec, tout ça. Bref, fait que là, j'ai appris la clarinette. Mais un peu plus tard, je suis allée faire un bac ici à Québec, là, en violon, en éducation musicale, puis c'est ça, en violon. Puis quand j'ai fini ça, j'ai fermé mes livres. Puis là, je suis retombée dans mes amours de musique traditionnelle. Oui. Et là, vous êtes allé même au-delà de ça, c'est-à-dire que vous avez découvert de nouvelles familles musicales, entre autres avec l'ensemble Strada, Via Musique. Et là, vous avez développé aussi une expertise en musique ancienne, en musique médiévale. Oui. Non, mais c'est pas automatique chez les gens du trad de bifurquer nécessairement vers la musique médiévale. C'est pas un automatisme. Bien, ça dépend de notre intérêt, mais ça dépend aussi des gens qu'on rencontre. Oui. C'est que j'ai rencontré des gens, puis là, musique du temps de la Nouvelle-France, tu sais, c'était comme des vieilles chansons traditionnelles. Ça fait que là, ils m'ont dit, là, ce serait le fun que tu aies une vielle, tu sais, parce que là, à un moment donné, ça s'en allait à de la musique médiévale. Bon, ça fait que je me suis fait une vielle, je me suis fait faire une vielle, puis de jouer avec ça, tu sais, comme en musique traditionnelle, on a les airs accordés en vielle. Tu sais, en fait, moi, j'ai l'impression que je fais toujours la même affaire. Je joue de la musique. C'est que ce soit médiéval ou oriental ou peu importe. Puis je la fais toujours de la même façon, c'est-à-dire j'écoute puis j'essaie d'imiter. Fait que c'est ça, médiéval, c'est le même cheminement, je dirais. Mais comme tous les maîtres de tradition vivante, vous avez un souci de transmettre, de préserver, de transmettre. Vous avez publié 2 recueils? Oui, en fait, j'ai fait 2 airs, 2 disques, un petit air de famille puis Comté de Gaspé-Sud qui prenait les airs de la famille. Puis, avec la pandémie, ce que j'ai fait, j'avais plein de bobines dans le garde-robe que mon père il avait enregistré parce qu'il enregistrait les parties, il enregistrait puis tout ça. Ça fait, et beaucoup de cassettes aussi. Ça fait que j'ai passé 1 an et demi à numériser, à transcrire, à identifier ça. Puis avec le projet de maître de tradition, ce que je veux faire, c'est rendre ce répertoire-là disponible aux gens. Donc, de faire un site web, de le déposer au CQPV ou à l'Université Laval. Fait que ça, c'est en cours de route, là, vous travaillez là-dessus? Oui. Bon. Et à votre gauche se trouve Normand Legault. Oui, salut. Autre maître de tradition vivante. Vous êtes maître de tradition vivante de la gigue et du call. Du call, de la danse, de la gigue, c'est des ensembles qui se tiennent. C'est lié au rythme, au plaisir de danser puis d'accorder ce qu'on entend au niveau musical en mouvement puis en pulsation au sol. Alors, c'est un travail de composition au niveau de la gigue. Vous êtes chercheur, professeur, gigueur, chorégraphe? J'ai travaillé pour quelques troupes là, de danse contemporaine, par exemple. Est-ce que non, je sais pas, parce qu'habituellement chorégraphe, c'est soit au théâtre ou en danse contemporaine. Chorégraphe pour des ensembles folkloriques, orchestrer des mouvements, des visuels, en se fiant sur ce que la tradition a véhiculé depuis le temps, et puis intégrer ça dans des scénarios scéniques semi-professionnels. Ça fait 40 ans. Vous avez 40 ans d'expérience? Environ? Allons-y avec ça. Bon, je sais que ça ne vous rajeunit pas, mais vous avez commencé très, très jeune. Mais est-ce que vous voyez un changement? Tantôt, on a parlé avec Antoine Gauthier du circuit des soirées de call, de gigue, des soirées de danse. Est-ce que vous sentez un moment tournant dans les dernières années, un engouement? Moi, je le sens parce qu'il y a des gens que j'aurais jamais suspecté aller voir des soirées comme ça qui le font dans mon entourage. Vous avez 40 ans d'expérience. Comment vous voyez les choses évoluer? Je trouve que les jeunes qui dansent aujourd'hui, qui courent, qui participent aux soirées de danse, sont un peu plus intéressés, mieux formés, puis plus avisés de ce qu'ils vont rencontrer, comparativement aux années en 1978, quand j'ai commencé à caler pour des masses, des foules. Les danses que j'ai collectées, c'était individuel, c'était local, c'était paroissial. Il y avait 2 sets ou 3 sets qui dansaient. À un moment donné, ça a pris une ampleur et c'est devenu de la danse de masse. Et puis en 1978, il y avait au pavillon La Tourelle. À Montréal, il y avait à l'UQAM. Il y avait ce projet-là de faire de la danse, mais dans un public qui était totalement ignorant. Les jeunes allaient là parce que la musique trad devenait à la mode. C'était un gros boom. Mais
parlez-moi de ça, parce que vous avez l'expérience, vous l'avez vécu, parce que récemment, pour une autre émission cette année-là, j'ai fait une chronique sur la musique prog, la musique progressive, qui a à peu près cessé au milieu des années 70, et là, parce que le rock est tombé assez mort, il y a eu le disco, mais il y a eu un grand retour de la musique trad. Je ne sais pas si c'est parallèle à l'arrivée du Parti québécois au pouvoir, mais il y a eu La bottine souriante, je pense, a commencé dans ces années-là, Le rêve du diable, même Louise Forestier s'y est mis, je pense qu'il y avait vraiment Paul Piché en 77, il y avait quand même des éléments trad. Il y a eu un gros revival. Politiquement, le milieu associatif a été supporté beaucoup à cause des les trucs politiques, puis... le Parti québécois, le renouveau, il y avait une folie de redécouvrir le patrimoine québécois. Se réapproprier. Mais ce qui a été intéressant, c'est qu'au niveau de la formation comme caller, les gens que j'invitais, des gens que j'avais connus moi précédemment dans mes années de recherche, j'invitais des musiciens du milieu. Oui. Et puis tous ces gens-là, la bottine, le rêve du diable, participaient à faire danser. Des gens qui commençaient à accéder à la scène, mais pour le spectacle. Ouais. Moi, mon domaine, c'était la danse, faire danser les gens. Ouais. C'est pas pareil, c'est pas le même niveau. Non. L'orchestration n'est pas la même. Ouais. Ça prend de la swing, ça prend du rythme, ça prend de l'archette, du soufflet d'accordéon. Parce que le caller, lui, a besoin de cette énergie-là en arrière. Ouais. Il est entre les deux. Il est debout en avant, mais il fait danser. Il danse autant que les danseurs, même s'il ne bouge pas. Ouais. Puis il est aussi musicien. Alors, il est un peu catalyseur du plaisir de tout le monde. Ouais. Alors, des années 78, il y avait comme 350-400 personnes dans la salle qui étaient là pour danser. Ouais. Alors, qui ne connaissaient rien. C'est juste la structure de se promener en cercle. Ah non, puis il faut assister. Il faut l'assister aujourd'hui pour voir que c'est beaucoup... Évidemment, ce n'est pas des danses... C'est des danses complexes, mais il faut quand même que tout le monde puisse y avoir accès, mais s'il faut coordonner ça, c'est vraiment un savoir-faire qui, moi, tu n'entends parler parce que c'est un peu dans le fond de l'air, parce qu'on se fait raconter des histoires par nos grands-parents, mais d'y assister, on se rend compte de tout le savoir-faire que ça prend pour être un calleux. Parce que le calleur, lui, il doit avoir le bon choix des mots. Oui. Le bon choix des mots pour brièvement. Il ne faut pas que ton explication de la danse soit plus longue que la danse elle-même. Non, voilà. Il faut que les gens comprennent assez vite, qu'ils définissent la droite, c'est là, la gauche, c'est là, en avant, c'était... Bon, les gestes de base, quand on danse puis qu'on écoute la musique, on gère mal ses pieds. Alors, quand on veut gérer les mains, on oublie comment fonctionnent les pieds. Si on gère les pieds pour tourner, les mains ne savent plus. C'est un dialogue qui ne fonctionne pas tout le temps. Et ça prend une présence scénique aussi. Ben, parce que vous êtes un peu, je dirais pas un humoriste, mais moi en tout cas, je trouvais qu'il y avait je pense que les humoristes ont été influencés sans le savoir un peu par les calleurs d'une certaine façon. Je suis bien content de ça. Oui. Non, mais moi, c'est pas... en tout cas, ceux que j'ai vus étaient rarement des gens ennuyants. Non, mais le calleur doit avoir de l'énergie, du plaisir qu'il veut faire danser à ces gens. Ouais. C'est lui qui gère ça. Là. Il est pris entre les deux. Ouais. S'il n'est pas bon calleur, les musiciens vont se plaindre. Ouais. Si la musique n'est pas bonne, les danseurs vont se plaindre. Ouais. Si les danseurs ne veulent pas écouter, les musiciens n'auront pas de plaisir. Ouais. C'est un ensemble qu'il faut... c'est le chef d'orchestre de la soirée. Ça prend une cohésion sociale. Ça prendrait plus de calleurs présentement, je trouve, dans la société. Je pense qu'on s'en porterait peut-être mieux. Oui, mais il y a une belle génération de calleurs qui s'en viennent, là, qui montent. Et moi, je cale de moins en moins. Là. C'est tous des jeunes à cette heure. Ah ouais, hein? Vous faites tasser par les jeunes? C'est épouvantable. Il y a trop de jeunes. Bon, ben, là, il n'y en a pas de jeunes aujourd'hui, en tout cas pas dans les maîtres de tradition vivante. Vous nous avez préparé quelque chose, Liette et Normand. On va pouvoir vous entendre, parce que là, on parle, mais l'idée de tout ça, c'est de vous entendre. Alors, je laisse aller vous placer. Donc, Liette Remond au violon et Normand Legault à la gigue et au call. Je calerai pas, parce que ça prend un peu de public. Il y a du public, mais ils sont tous assis. OK, vous êtes une fine bouche. Fine bouche. OK. Ben, on va vous entendre quand même. Vous déciderez sous quelle forme.
Bon, alors, dernier segment de cette balado. J'avais envie d'inviter des femmes que j'estime beaucoup. Ben, Liette Remond, je ne vous connaissais pas, mais je vous estime déjà. Je vous ai demandé de rester avec nous autour de la table parce que j'accueille maintenant Josiane Hébert. Bonjour. Bonjour. Josiane, vous êtes musicienne professionnelle depuis plusieurs années. Moi, je vous ai connue dans Galant, tu perds ton temps. Sauf que quand je suis allé voir le spectacle, vous n'étiez pas là. Vous étiez en tournée pour Sainte-Carmen-la-Maine. Exactement. C'est ça, hein? Puis vous étiez... Là, non, je devrais pas dire ça, ça a l'air têteux. Vous étiez ma préférée quand j'écoutais les albums. Je disais, tabarouette, t'es même pas là. Mais celle qui vous remplaçait est excellente. Vous avez tourné beaucoup avec Philippe Lapointe, entre autres. Pierre Lapointe, Philippe B. Ça, je mélangeais les noms. Oui. Michel Faubert, Isabelle Boulay. Mais vous êtes c'est le trad, en fait, qui est votre famille musicale principale. Ben oui, en fait, depuis que je suis toute petite, ça a fait partie de ma vie. C'est ma grand-mère maternelle qui chantait beaucoup. Et quand elle a cassé maison, quand elle est partie de sa maison pour aller vivre en résidence, elle m'a fait donc des cahiers dans lesquels elle écrivait les paroles des chansons de son père, de son grand-père. Wow. Donc, elle avait toutes noté les chansons qu'elle connaissait. Ouais. Puis souvent, quand elle cherchait, parce qu'on chantait beaucoup quand j'allais la voir, puis quand elle cherchait, il y avait des mots qu'elle se rappelait plus, ben là, elle allait dans son garde-robe. C'était un petit sac rose avec des belles fleurs dessus, puis dedans, il y avait ces fameux cahiers-là. Ouais. Elle m'a donné ça quand elle a cassé maison, puis c'est quand même vers l'âge de 17-18 ans que j'ai eu le réflexe d'aller l'enregistrer parce qu'il y a beaucoup de mélodies là-dedans que je connaissais pas, des chansons que je connaissais pas. Malheureusement, j'ai pas pu tout enregistrer parce qu'elle est décédée quelques années plus tard. Elle avait plus beaucoup de voix ni beaucoup de mémoire. Là, ça commençait à être... Mais c'est pas grave, c'est tellement précieux. Puis suite à ça, c'est ça c'est mes premières amours là, avec la musique traditionnelle. Mais j'étais un peu seule de ma gang quand même. Ouais, hein? Vous avez étudié en musique? Moi, j'ai étudié en musique, oui. J'ai étudié en piano classique. Et vous auriez aimé étudier le trad? Mais oui, c'est sûr. Mais ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Mais maintenant, il y a un beau programme au Cégep de Joliette quand même. On peut faire le deck en musique traditionnelle. Mais sinon, c'est ça. Moi, j'ai été confrontée à choisir entre le jazz ou le classique. Deux domaines, soit dit en passant, vraiment payants. Ah oui, le jazz. Au Québec, le jazz. Il y a des beaux chalets à s'acheter avec une formation en jazz. Mais vous dites que votre grand-mère... Puis ça, je vais insister parce que, évidemment... On voit beaucoup des hommes, beaucoup en majorité, performer le trad, mais les gardiennes de la mémoire, les fameux cahiers, ce sont la plupart du temps des femmes, historiquement, qui ont rédigé les paroles des chansons, parce que souvent, c'était elles qui savaient écrire dans la famille. Rédiger, écrit, transcrit, dans le fond, pour s'en rappeler. Oui, il y a beaucoup de femmes qui ont fait ça. Puis souvent, les femmes se rappelaient beaucoup... soufflait tu sais, quand on écoute des enregistrements d'archives, on entend souvent la femme qui va souffler les paroles à son mari. Parce qu'il s'en rappelle plus, mais c'est lui qui a le follow spot. Donc, c'est assez impressionnant. Mais c'est important de le mentionner parce que là, les choses changent. Liette, je voulais que vous soyez avec nous. Est-ce que vous avez l'impression, avec les années, comment vous pourriez décrire la présence des femmes quand vous avez commencé par rapport à aujourd'hui? Est-ce que vous voyez une certaine tendance? Est-ce qu'elles sont plus présentes qu'on le pense, mais elles sont plus dans l'ombre? Parce que je sais que dans les médias, c'est difficile des fois, plus difficile d'aller chercher les femmes que les hommes. Ben, dans les médias, de toute façon, il n'y a pas de musique traditionnelle. Premièrement. Et les femmes, ben il y a beaucoup de femmes qui font des musiciennes, des chanteuses, il y en a vraiment beaucoup. Puis qui sont en avant. En tout cas, moi... Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a plus qu'il y a une certaine époque où ça s'est toujours maintenu? Moi, j'ai l'impression qu'il y en a moins il y en a moins, on en voit moins devant la scène. Je vais donner un exemple. Les Charbonniers de l'Enfer et Galant, tu perds ton temps. J'aimerais calculer, puis je suis un grand fan des Charbonniers, je veux pas les critiquer, là, mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup donné l'attention médiatique
plus au Charbonnier qu'à Galant, tu perds ton temps. Et je serais pas étonné que ce soit le fait que vous étiez 5 filles au détriment du fait qu'il n'y avait pas de gars dans Galant. J'ai l'impression que ça a joué quand même. Oui, mais ça reste aussi... Je sais pas, j'ai pas calculé, j'ai pas Non, je sais, je veux pas faire de comparaison. Mais je dirais aussi que ça, l'attention médiatique dépend surtout de l'équipe de l'équipe de relations de presse en arrière de toi aussi, tu sais. Puis est-ce qu'il y a un intérêt plus grand pour les hommes que pour les femmes? J'oserais pas me prononcer là-dessus. Ben, vous ouvrez une belle porte parce que là, on vient de l'entendre éternuer. C'est Geneviève Nadeau qui est à distance. Qui est peut-être allergique à mes propos. Pas du tout. C'est très intéressant. Bon, Geneviève Nadeau, bonjour. Ben bonjour. Vous êtes à Saint-Antoine, sur Richelieu, présentement. Vous n'avez pas pu être avec nous, mais grâce à la technologie, on a fait ça toute l'année passée, d'ailleurs, à la balado, avoir des gens à distance. Je tenais à vous avoir. Vous êtes... mais parlez-nous de vous un peu, là, parce que vous connaissez bien le milieu du trad, évidemment. Vous y œuvrez en tant qu'administratrice de la Compagnie du Nord, gérante d'artistes également. Parlez-nous un peu de votre travail. Ben oui, en fait, moi je suis dans l'industrie de la musique depuis plus de 25 ans. Oui. Dans le fond, mon métier, j'ai toujours dit que mon métier, c'était d'aimer la musique. Oui. Mon école de mon métier, ça a été de travailler à la radio au départ. Oui. Donc, dès le départ, pour moi, ça a été naturel de considérer que mon terrain de jeu, ça allait être la planète tout entière. Donc, c'est sûr qu'à la radio, ce que je faisais, j'étais recherchiste dans des émissions de musique traditionnelle, Oui. dans une magnifique émission qui a quand même été en ondes de 18 ans, donc des musiques en mémoire. Ça a été vraiment une super belle école pour moi. Geneviève, il y a eu un petit glitch technique. Dans quelle émission? Des musiques en mémoire. OK. Qui était diffusée où? À la radio de Radio-Canada. Ah oui. C'était à l'époque la chaîne culturelle. Ah oui, avant le grand saccage de la fin des années 90, début 2000. C'était une émission vraiment fondamentale dans le milieu de la musique traditionnelle. Puis moi, je suis arrivée là. Vraiment, j'ai été très, très chanceuse. Donc, et j'ai découvert un monde. Puis c'est quelque part, entre autres choses, ce que je réalisais à l'époque, c'est qu'il y avait très peu de jeunes de mon âge qui s'intéressaient au trad. Ouais. C'était à l'époque, on cherchait, oui, bien sûr, en tant que recherchiste, j'avais comme à trouver des sujets, des invités de représentatifs de toutes les générations. Puis on avait vraiment souvent du mal à trouver des jeunes. Ouais. En fait, à l'époque, il y avait la Galvaude, il y avait les Baptins et peut-être la volée de Castor. Ouais. En gros, là, dans les jeunes là, de mon âge, c'était ça. Ouais. Donc, ça a quand même bien évolué depuis. Ouais. Et là, donc, aujourd'hui, c'est ça, je suis directrice d'une maison de production qui s'appelle la Compagnie du Nord. Ouais. Et donc, on a... Dans la Compagnie du Nord, en fait, qu'est-ce que c'est la Compagnie du Nord? C'est une entreprise culturelle reconnue. Donc, on a sous notre égide une trentaine d'artistes, une douzaine de techniciens. On est 5 belles femmes qui travaillons sur les différents projets. On a une vingtaine de collaborateurs externes. Donc, c'est quand même une entreprise qui est totalement dédiée à la production, la diffusion d'artistes qui sont des professionnels qui s'intéressent au trad. Ouais. Donc, c'est notre mission. Et les artistes qui œuvrent chez vous, peut-être les nommer les... Ouais, ben je peux, oui, très bien. J'allais dire ceux les plus connus, mais il ne faut pas faire ça parce qu'on veut qu'ils soient connus. Alors, nommez-les toutes. Ah, c'est ça. Donc, en fait, l'artiste avec lequel j'ai commencé mon métier de gérante, c'était il y a une quinzaine d'années, c'était Le Vent du Nord. Donc, Le Vent du Nord, que peut-être certains connaissent. Depuis ce temps, vous êtes même, on a appris à travailler ensemble. Faut quand même le dire, vous êtes même en couple avec un des membres de Vent du Nord? Je suis même en couple avec un des membres du Vent du Nord, Est-ce que c'est arrivé avant ou après? Est-ce que vous étiez déjà en couple? Ben, ça peut intéresser les gens, peut-être... que le trad... Oui, c'est vrai que c'est vrai que dans notre cas, en fait, c'est arrivé avant et ça a été quand même un grand bouleversement parce que j'ai changé de vie complètement à partir de ce moment-là. On est venu vivre à la campagne, on a établi nos bureaux, on a développé un projet d'entreprise qui finalement aujourd'hui est une entreprise familiale. Donc le Vent du Nord, pour nous, c'est vraiment la famille, c'est ensemble qu'on a développé notre façon de travailler, de travailler sur nos productions, sur les tournées, sur les productions disques, albums, spectacles et tout. Donc depuis 2014,
2014, on travaille aussi parce qu'on a ouvert les portes à la famille. Toujours, on a commencé par la famille, donc avec de temps en temps les Grands Hurleurs. Danse sociale? Le duo Baudry-Prud'homme. Oui, Danse sociale, c'est un nouveau groupe, un groupe de jeunes. Oui. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on est une belle compagnie. Oui. Et vous pilotez un festival également. Oui, à travers tout ça, dans notre choix de venir vivre en campagne, on a décidé de fonder un festival en milieu rural, donc le Festival Chant de Vielle. Qui est un festival pas exclusivement trad, mais quand même qui s'intéresse beaucoup au trad. Donc, c'est un festival qui aujourd'hui opère à début juillet à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Et puis, depuis qu'on l'a fondé, avec Olivier Demers, Nicolas Boulris et moi, on a accueilli environ 900 artistes sur le site du festival. Donc, c'est une grande fierté. C'est drôle parce que vous dites que c'est pas uniquement trad. Il faut quand même le dire. Entre autres, Vent du Nord qui tourne énormément partout dans le monde, beaucoup plus qu'au Québec, ne serait-ce que même sur les routes et à la radio. Et quand Vent du Nord joue à l'extérieur, c'est considéré pas nécessairement comme du trad, c'est-à-dire c'est considéré un peu comme la grande famille du folk. Est-ce que c'est une erreur? Puis là, je peux peut-être m'adresser à Josiane aussi, ou même à Liette. Est-ce que ça met une stigmate un peu de parler de trad au détriment du folk? Est-ce qu'ici, il y a un côté péjoratif qu'il y a peut-être moins ailleurs? C'est une grande question. Geneviève, j'ai posé la question aux femmes qui sont ici, mais Geneviève, vous avez peut-être une première réponse, puis on entendra... Ben, je pense que c'est vraiment... Oui, en fait, la réponse est oui, clairement. Très rarement... évidemment, j'avais plusieurs volets à ma question. Oui, à quoi exactement, Geneviève? Oui, en fait, au fait que lorsque des artistes trad québécois sont à l'étranger, il y a peut-être moins de préjugés que lorsqu'ils sont ici. C'est vraiment débile. Québec. Je me permets de le dire, c'est débile. C'est débile. En fait, il y a toutes sortes de choses qui expliquent peut-être, de la même façon que nous, on va s'intéresser davantage à des artistes qui viennent de Cuba ou du Mali. Je veux dire, il y a une curiosité qui est peut-être exacerbée en ce moment, davantage ouverte sur le monde que sur notre propre histoire. En effet, c'est une difficulté dans le développement de nos projets. Puis tout à l'heure, vous parliez de ce que vous avez perçu sur Galant, tu perds ton temps. C'est peut-être il y a toutes sortes d'éléments qui font qu'effectivement, c'est très difficile pour des projets trad de percer dans l'espace médiatique. Ça, c'est un grave problème. Excuse-moi. Oui, je vous avais posé la question, Josiane Hébert. Surtout les médias, justement, parce que les gens sont là dans les festivals, les gens sont là dans les spectacles. Avec Galant, tu perds ton temps, on a eu la chance de faire des salles de spectacle au Québec. On est un des rares groupes, justement, qui a eu la chance de faire ça. Et les salles étaient pleines. Les gens étaient au rendez-vous. Le problème vient beaucoup des médias et de la méconnaissance de la plupart des gens qui ont des postes, des professeurs, des gens qui pourraient avoir des belles tribunes, un bel impact. Et c'est souvent ces gens-là qui vont avoir un certain mépris de notre musique populaire, finalement, parce que populaire, c'est issu du peuple, ça concerne le peuple. Ça appartient au peuple. Donc, la musique traditionnelle, c'est la musique populaire. C'est dommage qu'il y ait des gens qui la méconnaissent et qui en rient. Ça devrait être justement... C'est vrai que l'exposition, puis Josiane, vous parlez, tu parles, on s'est pas dit si on se tutoyait, toi puis moi, dans la vie. On le dit tu? Bon. Le fait d'être exposé à une expérience de concert, de musique trad, puis je l'observe aussi avec nos groupes, le Vent du Nord, quand ils vont en salle, c'est toujours plein. Mais même si c'est la réalité, c'est que c'est pas encore assez étendu comme pratique. Donc, les gens sont pas encore... Il y a encore beaucoup de travail d'éducation à faire. Ça, on a vraiment besoin des diffuseurs pour ça. À la base, c'est un gros travail... de longue haleine. Mais justement, je vais jouer le rôle de diffuseur. On va aller écouter un extrait d'une chanson de Galant, tu perds ton temps. Ô permettez aux Vierges saintes, ô permettez-moi d'être une canne
et chez son père s'en est allée. Elle a passé par la lucarne dans un étang, elle s'est pivarde. On n'est pas loin du jazz, là, avec les dissonances dans les harmonies, quand même. Je voulais mettre cette chanson-là, Josiane Hébert, parce que, je l'ai dit au début de cet épisode-là, on associe beaucoup la musique trad au party de Noël. Et pour moi, une grande partie de ce répertoire-là, c'est notre gospel, en fait. Il y a quelque chose de spirituel. Et je trouve que La plus jolie des filles, qui est un extrait de votre deuxième album, qui est un album double, qui s'appelait Galant, éponyme, en fait, album éponyme. Galant, tu perds ton temps. Voilà, deux, voilà. Je trouve, en écoutant cet album-là et certaines complaintes du répertoire traditionnel, où je trouvais que on l'a, notre gospel, à nous, là. Oui, on va retrouver des chansons qui s'éloignent beaucoup là, du côté festif qu'on est habitué d'entendre. Ouais. Vous en avez, cela dit, dans le répertoire. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, là, mais c'est toujours celle-là qu'on entend. C'est tellement plus riche. La complainte, mais c'est sûr que quand on est dans une ambiance de fête, on n'a pas c'est un peu gênant de venir chanter une grosse complainte atroce qui va casser le party. Ça, c'est sûr. Que les gens pourraient danser des slows en même temps. Là. Mais on a intérêt à découvrir ces chansons-là et moi, je les aborde beaucoup comme des faits divers, dans le fond. Ouais. Puis je pense que ces histoires-là... C'est des chroniques. Oui. Des chroniques de la vie quotidienne. Puis des histoires qui ont probablement été écrites, parce qu'on ne sait pas qui les a écrites, mais qui ont probablement été écrites au départ pour se souvenir de cette histoire-là, des catastrophes naturelles, comme La plus jolie des filles, si on écoute bien les paroles, d'un, il y a une richesse de poésie assez incroyable dans ces chansons-là. La plus jolie des filles... Quand on porte attention aux paroles, nous, ce qu'on a conclu, parce que ça reste des métaphores, puis on peut pas être sûr. Il y a une interprétation. Et ça, c'est un plaisir quand on tombe dans le répertoire trad, c'est de décrypter. Parce qu'évidemment, on sent les interdits d'une certaine époque. On parle beaucoup, souvent quand ça a rapport à la sexualité, il y a plein de double sens. Et ça, c'est fascinant parce que c'est interprétatif. Et moi, je découvre encore des significations à des chansons que je pense connaître. Puis je trouve que c'est une richesse. Là. Il y a une polysémie, en fait, qui est vraiment intéressante. Donc, nous, on a choisi cette chanson-là parce que c'est une jeune fille qui se retrouve dans la maison du capitaine, puis finalement, a pris la Sainte Vierge de la sauver de là. Oui. Puis il y a des officiers qui arrivent. La Sainte Vierge exauce son vœu, a réussi à s'envoler. Oui. Ça dit, les officiers ont tous couru, un pied chaussé et l'autre nu. Ils ont tiré 500 coups d'armes sans même pouvoir tuer la canne. Ouais. Donc, si on y réfléchit bien, qu'est-ce que ça signifie? Nous, on l'a vu un peu comme un viol. Oui, oui. On peut l'aborder, tout à fait. On peut en comprendre ce qu'on veut, mais nous, c'est ce qu'on a compris de cette chanson-là et c'est pour ça qu'on a eu envie de la chanter aussi, pour dénoncer des choses. Moi, quand j'ai découvert Galant, tu perds ton temps, moi, j'avoue que dans la chanson trad, j'aime beaucoup les harmonies parce que je trouve que c'est touchant. C'est vraiment... Il y a une émotion forte, surtout en spectacle. J'ai découvert Le Charbonnier en premier, puis après ça, j'ai découvert Galant, tu perds ton temps. Mais le répertoire... Et c'est pour ça que je suis content qu'on se parle, parce que ça fait longtemps que je vais me poser la question, comment vous constituez votre répertoire? Parce que ça reste... il y a un regard féministe quand même dans le répertoire. Moi, je trouve, en tout cas, dans le choix des chansons, on est beaucoup... Tu sais, on parle de la présence des femmes, mais là, on a un point de vue féminin. C'est sûr qu'avec Galant, c'était un peu le but aussi, parce que... D'où l'idée aussi du dernier disque qu'on a fait, parce que la plupart des chansons étaient endisquées par des hommes, mais c'était souvent des chansons à caractère féminin qu'on entendait par des hommes, dans le fond. C'est l'idée d'avoir fondé Galant, tu perds ton temps aussi, c'était de se réapproprier le répertoire féminin, puis que ce soit des femmes qui chantent des chansons de femmes, finalement, qu'on puisse raconter nos propres histoires. Tout à fait. Donc, on a fouillé beaucoup, c'est ça, dans les recueils de chansons, en écoutant les archives. Puis là, le dernier disque de Galant, on a décidé d'aller chercher des chansons de femmes qui avaient déjà été endisquées par des hommes. Ça, c'est Nous irons danser? Oui, qui est paru en 2016. Voilà. Donc, on a demandé la permission au groupe en question qui les avait enregistrés. On fait d'ailleurs une chanson qui se retrouve sur un disque des chauffeurs à pied dans lequel Antoine joue. C'est ça. On est allé piger des chansons un peu partout qu'on avait déjà entendues. Et là, on a fait complètement de nouveaux arrangements aussi pour aborder les chansons différemment. Bon, là, on parle. Geneviève, vous êtes encore avec nous?
Oui. OK. Je vais juste m'en assurer. Josiane nous avait amené un instrument particulier. Parlez-nous un peu, parce que là, vous allez interpréter une chanson, je suis très heureux de ça, sur un instrument qu'on connaît le mot, mais qu'on a peu vu. Oui, c'est un harmonium. Oui. En fait, celui-là est particulier parce qu'il est portatif, donc il se replie sur lui-même. On peut le transporter. Un harmonium, c'est comme un orgue à pédale, dans le fond. Il fut un temps où ça pouvait remplacer les orgues dans les églises. Je pense que c'était surtout utilisé aux États-Unis par les pasteurs qui tenaient... donc voilà, ça marche avec des soufflets, un peu comme un accordéon, mais les pédales fait que c'est vraiment de l'air continu. C'est un clavier de piano. J'essaie de faire une description pour les gens qui ne voient pas. Oui, mais de toute façon, on va mettre certaines photos, mais je suis très heureux parce que moi, quand j'étais tout petit, on allait avec mes grands-parents chez des amis qui s'appelaient les Robillards, dont le monsieur je suis bien impressionné de ça, il était diabétique, avait les 2 jambes coupées, et ils avaient un harmonium et ils me laissaient jouer dessus. Alors, c'est un vieux vous me ramenez à une époque, belle et moins belle en même temps, mais je suis vraiment heureux. Il paraît qu'il faut faire attention, par contre, si on joue plus de 20 minutes d'harmonium d'une seule fois, Serge Fiori se pointe, il paraît. Alors, on va faire attention. On va vous laisser vous placer, Josiane Hébert. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter comme chanson? Oui, j'ai choisi une complainte, justement. Oui, bravo. Bravo. Étant donné qu'on est le 30 septembre. Oui. On se rappelle aussi qu'il y a eu des événements très malheureux qui se sont passés ici à Québec l'année dernière. Wow. La chanson est particulière. Ça s'appelle « Meurtrière de 2 frères ». C'est des drames qui se répètent encore aujourd'hui. Oui. Ce qui est vraiment spécial avec cette chanson-là, c'est que c'est vraiment le point de vue de la femme qui a commis les crimes. Donc, elle a été écrite au jeu. Wow. Voilà. Ça fait du bien. Les femmes qui commettent des crimes, il y a comme une équité, là. Ça peut être intéressant. C'est pas tant la parité. Le long de la chaussée, mon petit frère et moi venions de l'assemblée d'une méchante loi. En passant dans le bois, nous tenant par la main, il ne se doutait pas de mon mauvais dessein. Une grande rivière nous a fallu passer. Ce bel enfant derrière ne faisait que pleurer, sans aucune pitié et sans compassion. C'est d'un seul coup de pied que je l'envoie au fond. Et là, je m'en retourne faisant mine de rien. Mais mon père s'étonne que cet enfant devient, oui, ton frère au logis, qui n'est pas revenu. Et moi dans ce lieu-ci, dis je ne l'ai pas vu. Au bout de 6 semaines, le désir me reprend. C'est envers le plus jeune d'agir pareillement. Je m'enfuis à son lit, dans le dessein sanglant de tuer ce petit qui n'avait que 2 ans. Il me vit m'introduire comme il ne dormait pas et se mit à sourire en me tendant les bras.
quel enfant croyait que j'allais le lever. Jamais il ne pensait que j'allais le tuer. Aussitôt la justice s'empara de mon corps et me dit ta malice te mérite la mort. Ce soir on te mettra les mains et pieds au fer et ton corps restera suspendu dans les airs. Wow. Merci. Wow. Merci.